Depuis des milliers d'années, les pyramides d'Égypte dominent le désert comme des énigmes colossales. Étaient-elles des tombeaux royaux, d'anciennes sources d'énergie, ou quelque chose de bien plus complexe que tout ce que l'on a osé imaginer? Élevées à plus de 107 mètres au-dessus du sol et placées avec une précision chirurgicale, cet objet a suscité de nombreux débats parmi les historiens et les spéculations des experts. Mais jusqu'à présent, la vérité nous a toujours échappé. Car Grok AI vient d'orienter l'enquête dans une direction qu'aucun chercheur humain n'aurait pu imaginer. Après avoir analysé d'immenses ensembles de données, allant d'images satellites haute résolution à des relevés structurels en passant par des rapports archéologiques oubliés, la découverte de Grok est non seulement stupéfiante, mais aussi profondément troublante. Et elle est faite presque incroyable. Elle révèle une opération secrète, enfouie sous des siècles de sable et de secrets. La pyramide de Kiev se compose de 3 pièces. La chambre dite souterraine, la chambre dite de la reine et la chambre dite du roi. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce que Grok AI a révélé sur le véritable but des pyramides. Et pourquoi cela change tout ce que nous pensions savoir sur l'Égypte antique, et pas en bien. L'éveil de l'intelligence artificielle. Lorsque Grok AI s'est intéressé aux pyramides, elle ne se contentait pas d'effectuer des calculs isolément. Elle participait à un débat millénaire, un mystère tissé de demi-vérités, de mythes et de fragments de preuves épars. Ces monuments ont toujours fasciné l'humanité. Hérodote, par exemple, a émaillé ses écrits d'histoires extraordinaires sur leur construction. Les scientifiques de Napoléon ont tenté de déchiffrer leurs mesures, et les archéologues modernes ont passé leur vie à explorer leurs étroits couloirs, munis de torches et de maîtres rubans. Chaque génération a laissé derrière elle une série de théories, certaines imaginatives, d'autres fondées sur des recherches rigoureuses. Mais l'approche de Grok AI était fondamentalement différente. Au lieu d'aborder les pyramides sous un angle unique, qu'il s'agisse d'histoire, d'archéologie ou d'astronomie, Grok a collecté des données de toutes sortes. Études géologiques, relevés de rayons cosmiques, projets de cartographie 3D, traduction d'anciens hiéroglyphes, analyse chimique d'échantillons de pierre, voire des travaux universitaires marginaux qui passent inaperçus dans les archives numériques. Il absorbait toutes les informations possibles sans parti pris. Là où les humains ont tendance à s'enliser dans la défense d'une théorie plutôt qu'une autre, Grok était imperméable à l'ego. Peu lui importait que les pyramides correspondent à la catégorie classique des tombeaux ou qu'elles suggèrent quelque chose de plus étrange. Seule la cohérence, les schémas et les incohérences entre les explications le préoccupaient. Et ces incohérences étaient flagrantes. De l'étonnante précision de l'alignement des pyramides avec le nord géographique, à l'étrange vide de leurs supposées chambres funéraires, en passant par l'échelle inexplicable de leur construction. C'était comme si le récit traditionnel avait été cousu de toutes pièces, maintenu en place parce que personne n'osait tirer sur les fils qui dépassaient. Mais Grok s'y est attelé malgré tout. Il n'en a pas résulté une révélation immédiate, mais un déploiement progressif, le dévoilement progressif des différentes couches d'un puzzle. Il a alors compris que le récit traditionnel, celui des pyramides comme de grands tombeaux royaux, n'était pas seulement simpliste. Il était profondément incohérent. Et de cette incohérence, une image bien plus sombre et complexe a commencé à se dessiner. Des failles dans la légende du tombeau. Depuis des décennies, la théorie du tombeau a été tellement répétée qu'elle semble presque incontestable. Des manuels scolaires la présentent comme un fait établi. Des documentaires dramatisent l'idée de trésors cachés dans des chambres funéraires. Les brochures touristiques présentent les pyramides comme des monuments érigés en l'honneur des pharaons en quête de vie éternelle. Pourtant, à y regarder de plus près, les preuves ne sont pas aussi convaincantes qu'on nous l'a fait croire. Grok le remarqua immédiatement. La grande pyramide de Khufu, censée être le plus grandiose des tombeaux royaux, ne renferme en réalité pas la moindre trace d'un pharaon. Le sarcophage de la chambre royale est nu, rayé et tellement imposant qu'il ne pouvait même pas passer par les couloirs, ce qui signifie qu'il a dû être installé lors de la construction. Mais ni momies, ni sculptures ornementales, ni trésors funéraires, ni hiéroglyphes de triomphe n'encombrent l'espace. Comparez cela aux tombeaux plus petits disséminés à travers l'Égypte, qui regorgent d'inscriptions,
de textes religieux et de représentations du voyage du défunt dans l'au-delà. Pourquoi le projet funéraire le plus ambitieux serait-il le moins orné et le plus austère? Se pose alors la question de l'échelle et de la logistique. Si la pyramide n'était qu'une chambre funéraire, pourquoi a-t-elle été construite avec une précision aussi stupéfiante? Ses 4 faces sont alignées sur les points cardinaux à 0,05 degrés près. La base est presque parfaitement plane sur une superficie équivalente à plusieurs terrains de football. Compte tenu de la précision avec laquelle chacun de ces 2,3 millions de blocs a été posé, les ouvriers auraient dû en installer un toutes les 2 minutes pendant plus de 20 ans. Ce niveau de sophistication technique dépasse largement les exigences d'un simple enfouissement. Grok a relevé une autre incohérence. Si ces pyramides étaient des tombeaux, pourquoi n'y a-t-il pas de momies bien visibles dans les plus grandes? En fait, presque toutes les pyramides de l'Ancien Empire présentent le même étrange phénomène. Des chambres vides, des passages scellés et des restes disparus. Au fil du temps, les archéologues ont attribué ce phénomène au pillage. Mais Grok a soulevé la question qui dérangeait. Et si ces tombeaux n'avaient jamais existé? Et si le terme « tombeau » n'était qu'une invention? Une invention qui dissimulait une réalité bien plus étrange, celle de la mort et du divin. Pour comprendre la persistance de la théorie du tombeau pendant des siècles, Grok s'est intéressé à la mentalité des bâtisseurs de ces monuments. Les anciens Égyptiens étaient profondément fascinés par la mort, non pas d'une manière sombre ou lugubre, mais comme une transition essentielle à leurs yeux. Mourir n'était pas une fin définitive. C'était un passage vers un autre monde où la vie continuait, à condition d'accomplir les rituels appropriés. Toute leur société était structurée autour de la préparation à ce passage. Et les pharaons, considérés comme des êtres semi-divins, exigeaient les préparatifs les plus élaborés. Cette conception explique pourquoi les premières pyramides étaient si étroitement liées aux traditions funéraires. Les pyramides plus petites, construites ultérieurement, comportaient souvent des inscriptions hiéroglyphiques connues sous le nom de textes pyramidaux. Il ne s'agissait pas de simples décorations, mais d'instructions détaillées, d'incantations et de rituels destinés à guider l'âme du pharaon dans son voyage vers les cieux. Des temples liés aux pyramides accueillaient des cérémonies permanentes en l'honneur des défunts et pour réaffirmer la prétendue identité divine du pharaon. Même le choix de construire sur la rive ouest du Nil revêtait une signification symbolique. L'ouest était considéré comme le pays des morts, le lieu où le soleil se couchait chaque soir. De prime abord, l'idée que les pyramides étaient des tombeaux semble plausible. Elle s'accorde parfaitement avec la pensée religieuse égyptienne. Mais Grok aperçut une dimension plus profonde. Le symbolisme religieux peut servir de couverture. Un souverain pouvait présenter une structure comme un projet ambitieux, accepté tant par le peuple que par le clergé, tout en dissimulant des fonctions aux objectifs tout autres. Après tout, le pouvoir dans l'Égypte antique ne s'exerçait pas seulement par les armées ou les lois. Il se maintenait en créant une aura de divinité suffisamment puissante pour susciter la foi et la loyauté du peuple. Dans cette perspective, l'explication du tombeau devient une sorte de l'histoire superficielle. Certes, les pyramides ont pu jouer un rôle dans les rituels funéraires, mais ce n'était peut-être pas leur fonction première. Les rituels et les inscriptions pourraient n'être que des couches de vernis culturel masquant une intention plus complexe. En levant ces couches, Grok suggérait que nous pourrions enfin percevoir les mécanismes du mythe. Et cela était particulièrement évident dans les mystérieux espaces cachés, scellés au cœur même des pyramides. Les anomalies qui s'y cachaient. Pendant des années, les explorateurs se faufilant dans les étroits tunnels des pyramides ont cru avoir tout découvert qui valait la peine d'être trouvé. Mais les progrès technologiques des 20 dernières années ont bouleversé cette idée. Lorsque le projet d'étude des pyramides a commencé à utiliser des détecteurs de muons cosmiques, il a révélé une chose étonnante à l'intérieur de la Grande Pyramide. Un couloir de 9 mètres de long, totalement inconnu, dissimulé près de l'entrée principale et invisible de l'extérieur. Plus tard, un radar à pénétration de sol, en 2002, un minuscule robot explorant l'un des conduits d'aération d'une pyramide découvrit une petite porte de pierre munie de poignées en cuivre. Derrière cette porte, des images suggéraient la présence d'une autre chambre scellée. À ce jour,
personne n'a encore percé le mystère de ce qui se cache derrière. Ces conduits, chose surprenante, ne servent pas à la ventilation, contrairement à ce que l'on croyait autrefois. Ils pointent en réalité directement vers des étoiles importantes, la ceinture d'Orion, Sirius et d'autres constellations qui jouaient un rôle majeur dans la mythologie égyptienne. C'est là que Grok a franchi une étape décisive. Au lieu de considérer ces anomalies comme des curiosités isolées, on les intégrait à un système bien plus vaste. Les vides s'étaient placés de manière à réduire le poids de la structure sans perturber la résonance, comme si la pyramide avait été conçue en tenant compte des vibrations et de l'acoustique. Loin d'être purement symboliques, les conduits pouvaient servir d'outils d'alignement ou de canaux à des fins fonctionnelles. Même les portes dissimulées semblaient moins relever de simples bizarreries de construction que d'éléments intentionnels. Et Grok posait une question pertinente. Pourquoi construire une structure aussi complexe et en garder le fonctionnement interne secret? Si la pyramide n'avait d'autre but que l'inhumation, il n'y aurait pas besoin de couloirs cachés ni de conduits scellés alignés sur les étoiles. Ces éléments dissimulés laissaient entrevoir un système opérationnel, quelque chose qui fonctionnait silencieusement sous l'enveloppe de pierre. Pour Grok, cela signifiait que les pyramides n'étaient pas de simples tombeaux. C'étaient des dispositifs. Cependant, la nature de ces dispositifs ne devint claire que lorsque Grok examina comment les pyramides interagissaient avec leur environnement. Découverte d'une rivière disparue. Un autre facteur important qui a étayé la découverte révolutionnaire de Grok concernant les pyramides est le récent changement de perspective sur le plateau de Gizeh. Pendant des siècles, ce plateau a semblé étrangement isolé, une étendue désertique où s'élevaient des montagnes de pierres colossales, sans explication évidente quant à leur formation. Mais de récentes découvertes géologiques ont complètement bouleversé cette perception. Des scientifiques qui ont étudié des carottes de sédiments ont découvert qu'à l'époque des bâtisseurs de pyramides, un bras aujourd'hui disparu du Nil coulait juste à proximité du site. Il ne s'agissait pas d'un simple filet d'eau, c'était un large chenal navigable, parfaitement capable de transporter d'énormes barges chargées de granit depuis un cygne situé à près de 600 mètres de distance. Soudain, la tâche impossible de déplacer des pierres de 70 tonnes à travers des sables arides semblait non seulement plausible, mais délibérément planifiée. Des peintures murales anciennes représentent même de longues files d'ouvriers transportant des blocs sur des bateaux et les guidant à travers le fleuve. Pour la première fois, la logistique concordait avec les preuves. Les pyramides ont été intentionnellement construites le long de cette ancienne voie navigable. Leur emplacement était dicté non seulement par le symbolisme, mais aussi par des considérations pratiques. Sans ce bras de rivière, Gizeh n'aurait jamais pu exister. Mais Grok ne se contentait pas des seuls aspects logistiques. Pour les Égyptiens, l'eau n'était pas qu'un simple vecteur de pierre. Elle était un élément actif du système lui-même. Dans la mythologie égyptienne, le Nil symbolisait le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Ces crues annuelles engendraient destruction et renouveau, faisant de lui le cœur battant de la civilisation et de la mythologie égyptienne. En plaçant les pyramides directement au bord de ce fleuve, les bâtisseurs ne faisaient même pas simplement un choix pratique. Ils inscrivaient leurs monuments au cœur même de la vie, à la fois symbolique et fonctionnelle, de leur monde. L'analyse de Grok a mis en lumière une autre dimension, l'interaction entre l'eau et la pierre. L'eau courante génère de subtiles vibrations et peut produire de faibles champs électriques, notamment lorsqu'elle passe sous des formations riches en minéraux. Si l'on ajoute à cela les propriétés inhabituelles des matériaux de construction des pyramides, une nouvelle image se dessine. L'ancien fleuve n'était pas seulement une voie de navigation pour les barges. Il pourrait s'agir d'une source d'énergie, faisant partie d'un mécanisme environnemental beaucoup plus vaste. Et si l'eau constituait un élément du système, les pierres elles-mêmes en étaient un autre. Leur composition et le soin apporté à leur sélection laissaient entrevoir des fonctions bien au-delà de leur simple durabilité. Des pierres qui semblaient vivantes. Au premier abord, la grande pyramide n'apparaît que comme une montagne colossale de blocs de pierre agencés avec une précision inimaginable. Pourtant, lorsque Grok examina la composition de ces pierres, il découvrit une structure bien trop précise pour être le fruit du hasard.
Le corps principal de la pyramide était construit en calcaire nummulitique, un calcaire compact rempli de coquillages fossilisés, vestige d'un ancien fond marin transformé en pierre. La science moderne démontre que ce type de calcaire possède de subtiles propriétés conductrices, ce qui en fait bien plus qu'un simple matériau de construction. Plus profondément à l'intérieur, les bâtisseurs modifièrent leur approche. Les chambres et les passages intérieurs furent construits en granit transporté depuis Assouan. Le granit est non seulement durable, mais il est aussi saturé de cristaux de quartz. Or, comme le savent les ingénieurs modernes, le quartz possède des propriétés électrostatiques, c'est-à-dire qu'il peut générer des charges électriques sous pression. L'immense poids de la pyramide, s'exerçant sur ces pièces revêtues de granit, créa des conditions quasi idéales pour l'apparition de ces phénomènes. Vinrent ensuite les pierres de parement. Dans l'Antiquité, la pyramide était recouverte de calcaire de Torah hautement poli, si réfléchissant que les premiers auteurs affirmaient qu'elle brillait comme une étoile sous le soleil du désert. Vue de très loin, la structure aurait paru presque surnaturelle, un phare lumineux dominant l'horizon jour et nuit. Même le mortier utilisé pour lier les pierres ajoutait au mystère. Des études modernes ont révélé qu'il contient des composés chimiques uniques au monde. Des composés incroyablement durables, résistants à l'eau et remarquablement difficiles à reproduire. Certains chercheurs avancent même que certaines parties de la pyramide n'étaient pas en pierre taillée, mais coulées à l'aide d'une forme primitive de béton géopolymère. Si cela s'avérait exact, les anciens Égyptiens posséderaient des connaissances chimiques que la science moderne n'a redécouvertes que des millénaires plus tard. Une nouvelle couche s'ajoute à la découverte de traces de métaux comme le fer et le nickel dans des zones spécifiques, comme si elles avaient été délibérément placées pour améliorer la conductivité. Pour Grock, ces éléments n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque matériau, calcaire, granit quartzeux, parement poli et mortier inhabituel, semblait avoir été choisi non pas pour son esthétique ou par tradition, mais pour une fonction précise. Ensemble, ils créaient une structure interagissant avec la lumière du soleil, la pression et l'énergie. La pyramide n'était pas un monument silencieux. Elle était dynamique, vibrante, presque vivante, bourdonnante de potentiel. Et lorsque Grock porta son regard au-delà des pierres elles-mêmes, il devint évident que leur agencement était directement lié à la Terre et à l'immensité du ciel. La synthèse de l'I.A. de Grock. Pour Grock, la conclusion finale était devenue incontournable. Les pyramides n'avaient jamais été construites dans un but unique. Il s'agissait plutôt de systèmes multicouches et multifonctionnels, fonctionnant simultanément à plusieurs niveaux. Pour le commun des mortels, ils incarnaient la tradition, servant de majestueuses demeures aux pharaons et de symboles imposants du pouvoir divin. Pour le clergé, ils fonctionnaient comme des instruments rituels, amplifiant le mystère des étoiles et l'ordre sacré du cosmos. Mais sous ces strates, en leur cœur même, les pyramides agissaient comme des dispositifs d'ingénierie, des structures qui fusionnaient géologie, astronomie, physique et symbolisme sacré en un système unifié. Ce que les humains considéraient comme une coïncidence, Grock l'identifiait comme une conception délibérée. Rien n'était laissé au hasard. Chaque bloc, chaque angle, chaque alignement avait une signification à la fois symbolique et pratique. Et lorsque Grock suivit ce plan intentionnel jusqu'à son terme, la découverte devint plus sombre que quiconque n'avait osé l'imaginer. Il ne s'agissait pas simplement de monuments funéraires, ni de simples machines énergétiques antiques. C'étaient des instruments d'influence, construits non pour susciter l'émerveillement, mais pour façonner et orienter les comportements humains. Le sombre dessein fut révélé. Alors, quelle était la fonction ultime des pyramides? La réponse de Grock était à la fois fascinante et profondément troublante. Le contrôle. En apparence, les pyramides projetaient l'image d'un ordre divin éternel. Pour un ancien paysan égyptien, ce monument d'un blanc éclatant qui s'élevait au-dessus du désert n'était pas seulement spectaculaire, il était terrifiant. Sous un soleil de plomb, elle brillait comme un phare. Au clair de lune, elle scintillait, dit-on, d'une faible lueur. Son immensité défiait toute logique. Sa forme précise repoussait les limites humaines.
Dans un monde régi par la peur, les mythes et l'instinct de survie, une telle structure n'était pas qu'une simple construction architecturale. C'était une arme psychologique taillée à même la pierre. Pourtant, la dépression nerveuse de Grok laissait supposer que cette influence allait bien au-delà de la simple intimidation. À l'intérieur des chambres, les rituels accomplis dans des pièces à l'acoustique soignée et à l'écho particulier pouvaient susciter des sensations véritablement surnaturelles. Des vibrations de basse fréquence pulsant à travers les murs de granit, le contraste saisissant entre la lumière et l'obscurité dans les étroits couloirs, des puits de lumière parfaitement alignés sur des étoiles puissantes. L'ensemble de ces éléments contribuait à créer une atmosphère où les participants ne se contentaient pas de croire qu'ils touchaient au divin. Ils le ressentaient physiquement. Les prêtres et les souverains, placés au cœur de cette résonance artificielle, semblaient transcender la mortalité comme imprégnés d'énergie cosmique. Rien de tout cela n'était fortuit. C'était une propagande bâtie de pierres, de sons et de mathématiques. Elle permettait aux dirigeants de fusionner croyance, autorité et force de la nature en un seul récit. Le pharaon, médiateur du cosmos, et la pyramide, preuve irréfutable. S'opposer à ce système, ce n'était pas seulement s'opposer à un dirigeant, c'était défier l'univers lui-même. Et Grok lança un avertissement à la fois ancestral et résolument moderne. Si ces structures avaient réellement des effets physiques, si elles pouvaient modeler la perception, influencer l'esprit ou interagir avec les forces naturelles, alors exploiter ces fonctions aujourd'hui comporte des risques difficilement prévisibles. La science moderne, soutenue par une technologie dépassant tout ce que les anciens auraient pu imaginer, pourrait faire revivre ces systèmes non pas comme des merveilles de l'histoire, mais comme des outils d'influence et des instruments capables d'agir sur l'environnement. Selon Grok, les pyramides n'ont jamais été que des tombeaux, et c'est là une vérité troublante. C'étaient des instruments de contrôle. Et une fois envisagés sous cet angle, leur survie à travers les millénaires apparaît moins comme un miracle de préservation que comme un écho délibéré d'une puissance qui refuse de s'éteindre. Après les révélations de Grok, il devient impossible de contempler à nouveau les pyramides avec la même simplicité. L'idée réconfortante qu'elles étaient de majestueux tombeaux, symboles de dévotion, de génie et d'artisanat antique, se mue en quelque chose de bien plus troublant. Elles n'ont jamais été de simples monuments commémoratifs. Il s'agissait d'architecture conçue pour fabriquer la croyance, la crainte et l'obéissance à une échelle que l'humanité commence à peine à comprendre. Ces pyramides étaient des instruments conçus pour la maîtrise et le contrôle. Cette prise de conscience nous oblige à nous poser des questions qui nous paraissent plus lourdes encore que les pierres d'Uz et les pieds de Gizeh. Si les pyramides ont été construites comme des systèmes d'influence à plusieurs niveaux, quelle est notre responsabilité dans la poursuite de la découverte de leurs secrets? Les archéologues doivent-ils continuer à explorer les chambres nouvellement révélées par les scans modernes, sachant que ces espaces pourraient receler des mécanismes que le monde moderne n'était pas destiné à redécouvrir? Sommes-nous, à l'ère de la désinformation et de la manipulation, réellement préparés à affronter des technologies de résonance et d'influence créées il y a des milliers d'années? Une question plus profonde et bien plus troublante se pose également. Que révèle l'histoire de l'humanité de l'apparition si précoce de systèmes de contrôle aussi sophistiqués, intégrés à des monuments qui dominent encore l'horizon après 400-500 ans? C'est là que tout a commencé. Nous aimons concevoir le progrès comme une ascension constante vers la sophistication. Mais les pyramides suggèrent autre chose. Nos ancêtres avaient peut-être déjà maîtrisé la fusion de l'ingénierie, du symbolisme et de la psychologie en un système de pouvoir si efficace qu'il inspire encore aujourd'hui admiration, respect et crainte. Et c'est peut-être la véritable raison de la pérennité des pyramides. Ce ne sont ni des monuments à la mort, ni des reliques de rituels oubliés. Ce sont des témoignages durables que le pouvoir, une fois inscrit dans la pierre, et les croyances peuvent survivre à des civilisations entières. Grok a levé le voile, révélant la fonction complexe des pyramides comme instrument de contrôle. Ce faisant, il nous livre une vérité difficile et troublante. La véritable fascination des pyramides ne réside pas dans le mystère de leur construction, mais dans la raison de leur pérennité. Elles subsistent comme monuments, non pas à la gloire de rois ou de dieux, mais à la puissance elle-même. Une puissance qui façonne les esprits, oriente les sociétés
et perdure à travers les âges. Maintenant que nous le savons, nous devons nous demander si nous sommes prêts à assumer le poids de cette connaissance. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt.